Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Nouakchott, au sommet de l'Union africaine, et notre invité est le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président, merci. Je vous en prie. Monsieur le Président, je vais commencer avec une actualité, hélas, tragique. Au Mali, il y a eu des attentats contre le quartier général de la force G5 Sahel à Sévaré. Il y a eu un autre attentat à Gao. Votre réaction? Hélas, cela semble être notre triste lot, mais rien d'original. C'est un phénomène aujourd'hui qui s'est invité et qui s'installe malheureusement, il faut le constater, pour un temps que nous saurions dire. Je viens de Sévaré, j'étais à Sévaré. Je ne pouvais pas venir à Nouakchott rencontrer mes frères, mes collègues, mes amis du G5 Sahel sans pouvoir leur dire la réalité, l'horreur qui a été vécue à Sévaré. Ce cratère béant qui est encore visible là-bas, ce PC G5 Sahel qui a été complètement détruit. Un symbole terrible quand même. Absolument, absolument, absolument. Et bon, nous ne pouvions pas dire que cela ne pouvait pas survenir, mais vous savez, il y a les concours de circonstances, et peut-on jamais se prémunir totalement contre un attentat terroriste? Jamais. Et cela, tout le monde le sait, y compris les pays mieux équipés, mieux développés, des systèmes mieux protégés que les nôtres. On a l'impression qu'il y a quand même une recrudescence ces derniers temps. On le sait dans le nord, on le sait maintenant, hélas, dans le centre. C'est vrai que quand on regarde le Mali, on a l'impression que la situation sécuritaire se détériore. Est-ce vraiment un privilège malien aujourd'hui? Est-ce que ça est là, autre part qu'au Mali, mais toujours dans la zone sahélienne, et ailleurs également, malheureusement, dans le monde? Ce phénomène n'est pas en recrudescence. Cela veut peut-être dire aussi un champ du signe quelque part. Vous pensez? Moi, je pense Vous pensez que les groupes djihadistes sont en retrait? En tous les cas, au Mali, ce qui est sûr, c'est que nos forces armées ont repris du poil de la bête. C'est vrai qu'on les dit aujourd'hui peu soucieuses du droit humanitaire, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et toutes les armées du monde ont connu ce genre de défi. La lutte contre le terrorisme est une guerre asymétrique. Les règles ne sont pas, il n'y a pas de règles fixes là-dessus. Pour autant, nous avons un souci rigoureux du respect des droits de l'homme. Il y a eu des bavures dénoncées par l'ONU. Du respect du droit de tout le monde, y compris des suspects de terrorisme, tant que cela n'est pas attesté, dit et reconnu par le droit, par la justice. Donc, tout ce qui peut se passer, qui soit hors le droit, est condamné par nous. Rigoureusement. Les bavures de l'armée qui ont été dénoncées par les Nations Unies, les responsables seront punis. Je ne parle pas de bavures, je dis que s'il y a des cas avérés, de manquement aux droits de l'homme, de manquement aux règles d'engagement, cela est connu et cela serait traité par les voies de droit. Justice militaire, le procureur militaire est déjà engagé et toutes les voies de droit seront exploitées. Et nous ferons en sorte qu'il y ait diligence. C'est rigoureux. Est-ce que les élections qui sont prévues le 29 juillet sont menacées justement par la situation sécuritaire? Est-ce qu'elles se tiendront en temps et en heure, ou est-ce que si la violence continue, se multiplie, on peut imaginer que les groupes terroristes auront envie de marquer les esprits d'ici là? Est-ce que vous pourriez décider de repousser ces élections? Oh, que certains voudraient qu'elles fussent mises en question, ces élections-là. Mais vous savez, en Afrique, on a une expérience africaine. Chaque fois que le curseur électoral en Afrique bouge dans le mauvais sens, il y a un dérapage. On est hors la loi. Et nous ne le voudrons pas, à aucun prix. Pour autant, nous avons assuré la démarche au Mali. Le processus malien est très clair. Nous n'allons pas laisser le Mali aller à volo. Il n'en est pas question. Nous allons assumer nos responsabilités. Dès lors que les conditions d'une participation inclusive, d'une élection transparente, crédible et apaisée sont réunies, il n'y a aucune raison. Y compris sécuritaire. Absolument. Nous ferons en sorte que... Nous avons déjà commencé. Nous savons bien que le centre du Mali pose des problèmes. Parce que vous avez compris que certains essaient de blanchir le terrorisme. Le blanchiment du terrorisme est très simple. On va faire accroire qu'il y a une lutte contre une ethnie donnée, ethnie à laquelle appartient cet homme-là, qui a assumé vouloir recréer l'ancien État théocratique du Massina, dans un fonds de libération du Massina, et que donc, par-delà la lutte contre lui, ce sont
les gens de son ethnie, ce sont les qui sont en cause. Mais nous sommes tous Les métis. Peuls. Nous sommes tous métis au Mali. Cela ne peut pas prendre. Et on va jusqu'à dire que des nonos sont armés par les forces armées maliennes. Écoutez, qu'on ne nous insulte pas. De culture, de formation, de dédicaces certaines, nous ne pourrons jamais être dans une agence pareille. Je veux en venir à une question qui est abordée ici. Pendant le sommet, il y a eu des réunions à ce sujet. Le G5 Sahel, on a parlé du quartier général qui a été attaqué, ce qui pose déjà des questions de sécurité. Il y a aussi la question de la mise en place qui est lente et du financement qui est assuré pour la première année, pas pour la suite, notamment parce que l'ONU ne veut pas. Cher ami, quelle belle question. La mise en œuvre qui est lente. Oui. Vous savez, c'est une misère. C'est quand même triste de voir 5 États de bonne volonté engagés dans une lutte d'intérêt universel dans le Sahel. Nous sommes la barrière. Ces gens-là viennent d'ailleurs. Et le projet qui a été monté et qui a mûri ailleurs, et qui a vocation à hégémonie mondiale, devait passer par chez nous. Pour aller où? Si la barrière du Sahel devait céder, mais les rives de la Méditerranée seraient débordées, vous seriez atteints. Donc nous sommes en mission aujourd'hui qui n'est pas que nôtre. Dans cette mission-là, que pour la mise en place de cela, nous soyons là comme des mendiants qui tendent leur sébile, à parcourir le monde pour réunir 423 malheureux millions d'euros, pendant qu'un bombardement quotidien dans certaines zones vaut le milliard. C'est un non-sens, quelque part. C'est un scandale. Absolument. Je ne voulais pas dire. Donc, vous voyez à quelle extrémité nous sommes conduits. Mais alors, qui ne veut pas? Parce que la communauté internationale dit on soutient l'Union européenne, la France. Vous savez, la France soutient. Je salue les efforts du président Macron, dès son installation. Lorsqu'il est venu à Gao, à rendre visite aux éléments de Barkhane, nous sommes portés au-devant de lui, par correction, par politesse, pour l'accueillir sur notre territoire. De ce jour à aujourd'hui, il s'est engagé dans l'appui au G5 Sahel, dans le plaidoyer de pertinence du projet Sahel. Et il le porte bien. Mais vous savez, il fait de son mieux, mais il ne peut pas tout. Mais qui ne veut pas? Quand on l'on promet, quand les États, les partenaires de divers horizons s'engagent. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons bouclé le budget du G5 Sahel, mais qu'est-ce qui est effectif dans la caisse? Ça, c'est autre chose. Beaucoup moins. Beaucoup. Vous savez combien il y a? Non, je ne vous dirai pas un chiffre inexact. Et c'est tout cela qui porte préjudice aujourd'hui à la rapidité de mise en place totale du G5 Sahel. J'ai été inauguré le PC du G5 Sahel à Sévaré. Ce PC a été monté avec les moyens du Mali. Et tous les engagements financiers induits par cela, depuis, sont maliens. Bien sûr, avec nos frères, nous avons convenu d'un mode de financement et de participation au budget commun. C'est-à-dire l'effort que les pays du G5 Sahel font globalement. Et l'effort que le partenaire français fait, que nous apprécions. Et il y a eu 2 grands contributeurs annoncés également, l'Union européenne, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et la Turquie aussi a fait un effort là-dessus. Tout cela demeure encore en deçà des besoins, qui sont assez importants. On peut comprendre, quand vous avez des troupes sur le terrain, quand vous avez des hommes qui sont là, 24 heures sur 24, dont l'entretien vous revient, la logistique, et un effort qui demande également la mise en place et en œuvre de moyens, d'équipements militaires, ce n'est pas facile. Mais est-ce que vous condamnez l'obstruction des États-Unis au Conseil de sécurité? On sait que vous aimeriez bien que l'ONU finance le G5 Sahel. Les États-Unis ne veulent pas. Est-ce que c'est ça que vous trouvez scandaleux? Vous savez, l'ancien élève de Jean-Baptiste Durosel n'est pas quand même manchot en diplomatie. Je voudrais quand même ne pas heurter quelque partenaire que ce soit. Il dirait simplement que cela nous surprend, mais que nous essayons de faire comprendre à nos partenaires américains qu'il est impossible de réussir la lutte contre le terrorisme si on n'a pas les moyens. Et si le mandat confié, le mandat attribué à la MINUSMA, la force de stabilisation et de maintien de la paix au Mali, n'est pas revu en son statut corrigé. Comment voulez-vous donner un mandat de maintien de la paix dans une zone qui n'est pas en paix?
Comment voulez-vous que des jeunes gens qui viennent pour assumer des tâches de casque, des missions de casque bleu, donc des missions de paix, soient quotidiennement harcelés par des mines improvisées, des explosifs improvisés, les EI, soient l'objet d'attaques perfides sans qu'ils puissent riposter et qui n'ont aucun moyen blindé de protection. Tout cela appelle le chapitre 7, donc un chapitre vigoureux qui assure aux éléments leur efficacité et leur protection. Et cela fait des mois et des mois qu'on le refuse. Vous prêchez dans le Nous désert. avons le soutien de la France, vigoureux. Nous avons la compréhension et le soutien du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Mais tout cela se heurte aujourd'hui à l'incompréhension de nos amis américains. Nous espérons qu'ils vont évoluer. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas dans une position de refus. Ils envisagent la chose au plan bilatéral, mais cela est la négation du G5 Sahel, qui est une mutualisation. Il ne faut pas non plus nous séparer. Nous sommes unis dans cette lutte-là, et nous envisager de manière bilatérale, c'est nous séparer. Dernière question, Monsieur le Président. Les élections, Oui. 29 juillet, vous êtes candidat à votre succession. Vous n'êtes évidemment pas le seul sur la ligne de départ. J'imagine que vous êtes confiant que vous allez gagner largement, facilement, ou vous pensez que ce sera plus difficile? Je suis serein. Je note qu'en 2013, lorsque je me présentais, je n'avais pas l'appui d'un parti aussi puissant que le parti Adema, qui était sur la ligne de départ. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Je sais également aussi que pendant les 5 ans, tout n'a pas été facile, mais j'ai un bilan. Contesté par certains. Oui, mais on peut toujours le faire. Mais qui n'est pas contesté? Je crois que le peuple malien sait ce qui se passe. Lui, il sait ce qui se passe. Il n'est pas dans un bashing délibéré, volontaire, et que ceux-là qui s'y livrent réfléchissent beaucoup. Donc le 29 juillet au soir, vous serez réélu? Le peuple malien décidera le 29 au soir. 29 juillet. Très bien. Merci beaucoup. Je suis un démocrate. C'est moi qui vous remercie, Marc. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu sur les antennes de France 24. Merci à vous d'y avoir regardé cet entretien depuis Nouakchott, en Mauritanie. Un site d'info, ça devrait ressembler à quoi? France24.com. Un accès simple à l'information. Rapide. Une expérience unique. France24.com, le site de l'actualité internationale. Bienvenue à Carrières, sous Poissy, ou plutôt sa décharge sauvage, l'une des plus grandes de France. Vous entendrez dans cette émission le témoignage d'un élu de la région confronté lui aussi à ce problème. Il a trouvé sa solution, le retour à l'envoyeur. 7 jours en France, à voir sur France 24 et sur France24.com.